Deux crimes ont été commis dans des États différents à plus de 800 km de distance. À chaque fois, une femme est agressée tard le soir. Les enquêteurs trouvent la même signature dans les deux affaires. Une signature si inhabituelle qu'elle finira par confondre le meurtrier et l'envoyer dans le couloir de la mort. 1989. Près des montagnes Pocono, en Pennsylvanie, Lori Hawker, 19 ans, ne se présente pas à son travail. Elle a disparu sans laisser de traces. Grâce à une technologie de la NASA, à la découverte d'une mouche et d'un poil de chat, le mystère de sa disparition sera élucidé. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Certaines affaires se présentent comme un véritable catalogue des techniques dont disposent des experts. Ainsi, dans l'enquête que je vous invite à suivre maintenant, nous verrons que pour confondre un assassin présumé, en plus de l'examen des blessures de la victime, les spécialistes ont eu recours à des techniques issues de la recherche spatiale et aux analyses d'un psychologue criminologiste. Perth Amboy, dans le New Jersey, n'est qu'à 1 heure de route de New York. Depuis 300 ans, la ville est l'Eldorado des immigrants venus chercher aux États-Unis une vie meilleure. Les parents de Melissa Padilla ont quitté Porto Rico pour s'y installer. La jeune fille et ses frères ont grandi ici. Elle était mon soutien. Elle m'aidait pour s'occuper de ses frères. Elle était comme une deuxième mère pour eux. Ils étaient très attachés à elle. Elle m'aidait souvent pour mes devoirs. Elle était très douée en orthographe. Alors que moi, j'ai toujours été nul. Elle était toujours là quand j'avais besoin d'aide pour mes devoirs. Melissa fréquente le lycée de Perth Amboy, mais elle abandonne avant d'obtenir son diplôme. Peu de temps après, elle tombe enceinte. 3 autres enfants naissent dans la foulée. En 1994, elle est au chômage et élève seule ses 4 enfants. Elle n'a que l'aide sociale pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle n'avait aucune qualification ni aucun diplôme qui lui aurait permis d'avoir un travail bien payé. Elle ne trouvait que des jobs payés au SMIC. Avec si peu, elle ne pouvait pas s'en sortir. Melissa réussit à s'en sortir pendant quelque temps, mais après plusieurs loyers impayés, elle finit par perdre son appartement. Elle s'installe donc dans l'un des nombreux hôtels bon marché situés sur le bord de l'autoroute. La nuit du 11 août 1994, Melissa laisse ses enfants avec son compagnon et part à pied faire quelques courses dans une épicerie. Elle y est allée à 23 h parce que les enfants avaient faim. Melissa quitte l'épicerie vers 23h30 et repart pour le motel. On ne la reverra plus jamais. Son compagnon explique à la police qu'il a trouvé son corps à demi dévêtu le long de l'autoroute un peu plus tard dans la soirée. La mère de Melissa apprend la nouvelle peu de temps après la découverte du corps. On n'est pas censé enterrer ses enfants. C'est pas dans l'ordre des choses de mourir avant eux. Aucun parent ne veut enterrer ses enfants, c'est très dur. J'aurais dû m'en aller avant elle. La plupart des meurtriers font leur possible pour ne pas être repérés. Mais celui de Melissa ne semble pas s'en préoccuper. Il a commis son crime le long d'une autoroute très fréquentée où n'importe qui peut l'avoir vu. Mais son audace finira par le conduire à sa perte. Melissa Padilla quitte sa chambre d'hôtel et longe l'autoroute pour aller faire quelques courses à l'épicerie. On ne la reverra pas vivante.
Son compagnon raconte à la police qu'il a trouvé son corps près d'une évacuation d'égout au bord de l'autoroute. Un corps qui était dénudé jusqu'à la taille. L'autopsie a révélé qu'elle avait été violentée et qu'elle avait été étranglée. Les articles qu'elle a achetés à l'épicerie sont près du corps. Et son short taché de sang est retrouvé quelques mètres plus loin avec une poche retournée. Mais c'est le corps de Melissa qui va fournir le plus d'indices aux enquêteurs. Elle avait les yeux tuméfiés. Elle avait reçu de nombreux coups de poing. Visiblement, son agresseur avait beaucoup de force. Et c'est sûrement grâce à ça qu'il avait pu la maîtriser. Elle était nue et ses parties génitales étaient mutilées. Il est donc évident qu'elle avait été violée. Grâce aux morceaux de peau prélevés sous les ongles de la victime, les enquêteurs ont le profil ADN du tueur. Il ne leur reste plus qu'à le trouver. Melissa Padilla, mère célibataire de 4 enfants, a été frappée, violée et étranglée à quelques centaines de mètres du petit hôtel où elle avait élu domicile. Alors la victime connaissait-elle son agresseur ou a-t-elle fait une rencontre fatale avec un inconnu? Le drame s'est déroulé aux abords d'une autoroute fréquentée, même à une heure tardive. Et Melissa s'est défendue. Des lambeaux de peau retrouvés sous ses ongles le prouvent. Mais l'autopsie du corps fournit une autre information. Un détail ahurissant que Tom Capsac, le procureur, n'avait encore jamais vu en plus de 30 ans de carrière. Elle avait des morsures au menton et sur le sein gauche. Ces éléments indiquaient qu'il s'agissait sans doute d'une sorte de rituel pour le meurtrier. La morsure au menton est particulièrement inhabituelle. J'ai fait pas mal de recherches et je me suis adressé à différentes personnes. En général, les morsures sont au niveau des parties génitales, des seins ou du ventre. Mais personne n'avait jamais entendu parler d'une affaire où le tueur mordait ses victimes au menton. Forte de cet indice, la police du New Jersey commence à chercher le meurtrier. Les images de vidéosurveillance de l'épicerie permettent d'établir qu'elle a été agressée peu avant minuit. On y voit le caissier lui rendre sa monnaie. Pourtant, elle n'a pas d'argent sur elle, ce qui veut dire que le meurtrier lui a volé. La police quadrille la zone à la recherche de témoins éventuels. Nous avons identifié un témoin et nous l'avons interrogé. Il nous a raconté qu'il roulait sur l'autoroute et qu'il avait vu une altercation entre deux individus. C'était près des canalisations. Mais le témoin ne fournit aux enquêteurs aucun élément probant. La victime a été sauvagement battue et mordue au menton et au sein. La police en déduit que l'assassin est un pervers qui aime faire du mal aux femmes. Il est donc possible qu'il ait déjà frappé. Or, à moins de 2 km de la scène de crime, se trouve une prison pour délinquants sexuels. Et les registres de l'établissement indiquent qu'un certain nombre d'anciens détenus vivent dans le quartier. On a épluché leur dossier pour déterminer quel était leur mode opératoire. On voulait vérifier s'ils avaient un rituel particulier lorsqu'ils commettaient leurs crimes. Ils se sont soumis au test ADN et ils ont accepté de fournir un échantillon de cheveux. La police de Woodbridge les a également fait passer au détecteur de mensonges. Et ils ont tous été éliminés de la liste des suspects. Le compagnon de Melissa, qui était resté avec les enfants, est également mis hors de cause. On n'avait aucune piste. Tout laissait à penser qu'on ne résoudrait jamais cette affaire. On n'avait aucun suspect. 8 mois plus tard, à 800 km de là, dans le Maine, une autre agression a lieu. Et elle rappelle étrangement celle de Melissa Padilla. Monsieur, tout va bien? L'agresseur de la jeune femme semble prêt à tout. Malheureusement pour lui, il est mal tombé. Sa victime est agent de police.
Plusieurs mois après le meurtre de Melissa Padilla, la police n'a toujours aucun suspect. La violence de l'agression montre que le tueur prend plaisir à faire du mal aux femmes et les enquêteurs craignent qu'il ne frappe à nouveau. 8 mois plus tard, des policiers du Maine signalent une agression sur l'une de leurs collègues. L'agression a eu lieu le 3 avril 1995, aux alentours de 20h30. Vicky Gardner est dans la police depuis 11 ans. Ce jour-là, elle ne travaille pas et conduit sa voiture de service sur la nationale 95. Elle a croisé un véhicule qui était arrêté en sens inverse sur l'autoroute. Elle s'est arrêtée pour voir ce qui se passait. Monsieur, tout va bien? Vicky Gardner constate que le conducteur, Stephen Fortin, est complètement ivre. Sortez du véhicule. Comme elle n'est pas en service, elle appelle des collègues pour emmener Fortin en garde à vue. Envoyez-moi des renforts. Lorsqu'il l'entend appeler des renforts, il devient fou de rage. Fortin l'a frappé. Il lui a arraché ses vêtements et il l'a violenté. Pendant l'agression, il l'a mordu. Lorsque les renforts sont arrivés, il s'est enfui avec la voiture de police. Vicky Gardner est dans le véhicule, inanimée. Dès qu'elle reprend conscience, elle ouvre la portière côté passager et tente de sauter. Il essayait de l'attraper pour la maintenir sur son siège et l'empêcher de s'enfuir. Mais elle a réussi à se dégager et elle a sauté en marche. Par chance, Vicky Gardner s'en sort indemne. C'était la première fois que je voyais une femme se faire agresser si violemment, avec de telles blessures. Survivre pour pouvoir témoigner. Après la fuite de Vicky, Fortin perd le contrôle de la voiture. Et il est appréhendé. Le lieutenant Lancaster l'interroge en prison. À l'écouter, rien n'était de sa faute. Quand je lui ai parlé de ce qui s'était passé, c'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Je savais que cet individu était mauvais. Vicky a des griffures et des hématomes sur tout le corps. Elle a été violemment frappée au visage. En plus de l'avoir frappée, Fortin lui a infligé des blessures plutôt inhabituelles. Il l'a mordue sur l'extérieur du sein gauche et au menton. Qui oserait s'en prendre à une femme agent de police et l'agresser sexuellement dans sa voiture de patrouille? Dans cette affaire, il suffisait d'examiner les faits, la façon dont s'était déroulée l'agression, pour savoir que cet homme n'en était pas à son coup d'essai. La police fait des recherches sur le suspect. Elle découvre qu'il a déjà un casier judiciaire dans le New Jersey. Contre toute attente, après 8 mois d'atermoiement, l'enquête rebondit. Une policière a été attaquée dans des conditions qui rappellent étrangement celles du meurtre de Melissa Padilla et qui se caractérisent par des morsures au sein gauche et au menton. Mais les deux événements se sont déroulés à 800 km de distance. Stephen Fortin, l'homme qui a été arrêté, est-il l'auteur des deux agressions? Alors après enquête, il s'avère que Fortin est né et a vécu dans l'État du New Jersey, non loin de l'endroit où résidait Melissa. Il a été condamné à une peine de 7 ans de prison pour meurtre. Puis, curieusement, il a bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle au bout de seulement 2 ans et demi de réclusion. Il avait égorgé son frère en 1983 à Carteret.
Et il avait plaidé coupable. Lorsque la police du New Jersey apprend que Fortin a agressé une autre femme dans le Maine, elle cherche à savoir s'il se trouvait dans le New Jersey la nuit où Melissa Padilla a été tuée. Son ancienne petite amie leur donne la réponse. Elle nous a raconté qu'en août 1994, Stephen Fortin vivait effectivement à Avenel, dans le New Jersey. Elle partageait un appartement avec lui. La nuit du meurtre, il l'a agressée sur le parking d'un restaurant. Elle a prévenu la police, mais il s'est enfui. Le restaurant se trouve à seulement quelques mètres de l'hôtel où vivait Melissa Padilla. Le rapport de police indique que Dawn Archer a été agressée à 22h30, soit 1 heure avant le meurtre de Melissa. Les enquêteurs tiennent enfin leur suspect. Le frère de Melissa apprend la nouvelle le lendemain de son anniversaire. Ce n'était pas vraiment un cadeau d'anniversaire. Mais j'étais heureux qu'il l'ait trouvé. J'avais tellement prié pour qu'il le retrouve avant qu'il ne recommence. Il ne reste plus qu'à prouver sa culpabilité. Le procureur espère que les traces ADN retrouvées sous les ongles de Melissa incrimineront Fortin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a fait une comparaison avec les preuves relevées dans l'affaire du Maine, que la police nous avait transmise. Le laboratoire ne pouvait pas affirmer qu'il s'agissait de son ADN. Il ne pouvait pas non plus exclure cette possibilité. Les tests ADN ne sont pas concluants. Les morsures sur les victimes sont donc les seuls éléments qui permettent de faire le lien entre les deux affaires. Les experts effectuent un moulage des dents de Fortin et l'envoient avec des photos des morsures au docteur Lowell Levin, un odontologue réputé. Voici les empreintes dentaires de M. Fortin. On a fait des moulages de ses dents, exactement comme le font les orthodontistes ou les dentistes pour les prothèses dentaires. Si vous observez les dents d'en haut, on voit qu'il y a un espace entre les deux dents de devant. Celle de droite est plus grosse que celle de gauche, parce que c'est une couronne. La partie tranchante est aussi légèrement plus grande à l'avant qu'à l'arrière. Si on observe les dents du bas, elles sont parfaitement alignées. Il n'y a presque pas d'abrasion sur le bord des incisives. Quand il mord, cela laisse des marques linéaires plutôt que des rectangles. Elles sont parfaitement alignées. Ses canines sont légèrement pointues, donc il n'y a quasiment pas d'abrasion. Levin compare les dents de Fortin aux morsures de Vicky Garner et Melissa Padilla. Elles correspondent. Les dents jouent un rôle important dans la résolution d'affaires criminelles. Elles permettent même l'identification de cadavres carbonisés et méconnaissables. Les morsures peuvent également fournir des preuves médico-légales pour identifier un agresseur. Dans le cas de morsures très profondes, les tissus sous-cutanés peuvent révéler des traces sous photographie UV, même lorsque la blessure est guérie en surface. Tenez, je me souviens à propos d'une affaire singulière. En 2005, un homme porte plainte dans un commissariat de police de Miami pour tentative d'assassinat. Quelques jours plus tôt, il a rencontré 2 jeunes filles, de vraies jumelles, sur une plage de Key West, et après avoir fait connaissance, le trio se rend dans un motel. Au matin, l'une des filles avoue au garçon, lors de leurs ébats, qu'elle l'a mordu afin de lui transmettre volontairement le virus du sida. Cela dans le but de se venger des donjons qui, comme lui, se croient irrésistibles. Mais les sœurs se ressemblent à s'y méprendre, et il est impossible de les différencier. Un policier goguenard enregistre la plainte et procède à l'arrestation des jumelles. Un dentiste fait un moulage en plâtre de leur denture, et un expert photographe photographie la morsure avec une pellicule sensible aux rayons ultraviolets. Il ne reste plus aux policiers qu'à déterminer laquelle des sœurs est l'auteur de l'agression. Et sachant que, contrairement à l'ADN, qui est identique,
chez les vrais jumeaux. Les traces de morsures sont presque toujours différentes et il relève 7 marques distinctes. Au grand soulagement du plaignant, ce n'est pas la jeune fille séropositive, mais sa sœur qui l'a mordu. Dans notre affaire, le test est positif. L'empreinte des dents de Stephen Fortin est identique à celle relevée sur les seins et le menton de Melissa Padilla et de Vicky Gardner. Le procureur veut absolument obtenir une condamnation. Pour mettre toutes les chances de son côté, il fait appel à Roy Hazelwood, un ancien profileur du FBI. Celui-ci est expert en sciences du comportement. La partie civile voulait que j'analyse ces affaires pour déterminer si je pouvais établir un lien entre les deux crimes. Ce type d'analyse consiste en une étude approfondie de 2 ou plusieurs crimes afin de définir s'ils ont été commis par la même personne ou pas. Hazelwood arrive à la conclusion que ces 2 crimes sont l'œuvre du même homme. Le procès de Stephen Fortin débute le 31 octobre 2000. Il n'y a pas de témoins oculaires, aucune preuve formelle et les tests ADN ne sont pas concluants. L'accusation repose presque entièrement sur les conclusions des 2 spécialistes. Le meurtre de Melissa Padilla et l'agression de Vicky Gardner présentent de nombreuses similitudes. Ce constat est un élément essentiel de l'accusation. Au cours du procès, Vicky Gardner témoigne. Elle décrit la façon dont Fortin l'a frappée et agressée sexuellement. Puis, il fallait qu'on appelle à la barre des témoins qui permettraient de faire le lien entre les 2 affaires. C'est là que Roy Hazelwood et Lowell Levin sont intervenus. Roy Hazelwood explique au jury que certains crimes sont commis selon un certain mode opératoire, que l'on peut assimiler à un rituel. C'est le cas du meurtre de Melissa Padilla et de l'agression de Vicky Gardner. Le rituel, ce sont tous les actes qui ne sont pas indispensables au crime, mais que le criminel commet pour satisfaire un besoin émotionnel. En l'occurrence, les rituels de Fortin lui apportent une satisfaction psychosexuelle. Hazelwood identifie 5 exemples de rituels communs aux 2 crimes. La morsure au menton, la morsure au niveau du sein gauche, un nombre important de coups portés sur le haut du visage dans les 2 cas, pénétration anale et strangulation manuelle par devant. Je n'avais encore jamais rencontré cette combinaison de rituels dans aucune autre affaire. C'est ensuite au docteur Levin d'intervenir. Il explique au jury que chaque être humain possède une empreinte dentaire qui lui est propre. En résumé, j'ai montré au jury que chaque individu laissait une trace de morsure différente. On a comparé les traces de morsure de 2 procureurs et d'un des enquêteurs. Je me suis également prêté à l'exercice. On a obtenu des morsures différentes. Le docteur Levin montre au jury un transparent où figure l'empreinte des dents de l'accusé. Nous avons montré aux jurés que le transparent se superposait parfaitement aux photographies taille réelle des morsures sur les victimes. On avait préparé une animation où l'impression des dents de l'accusé se déplaçait sur l'écran et s'arrêtait à l'endroit exact de la morsure. La correspondance était évidente, c'était flagrant. Je crois que ça a fait son effet. Le jury délibère pendant 2 jours avant d'arriver à un verdict. Coupable. Durant la phase finale du procès, la partie civile demande la peine de mort. Le procureur conclut en expliquant au jury pourquoi Fortin a mordu ses victimes au menton. Concernant cette morsure au menton, nous sommes arrivés à la conclusion que Stephen Fortin l'infligeait à sa victime en la regardant dans les yeux alors qu'il lui mutilait les parties génitales. Il retirait un plaisir pervers de cet acte. Le 26 février 2001, Fortin est condamné à la peine de mort par injection létale. Justice a été faite. Je ne cherchais pas à me venger, je voulais juste que justice soit faite. J'étais reconnaissant.
Roy Hazelwood et Lowell Levine ont eu un rôle primordial dans cette affaire. Comme souvent dans les affaires de meurtre, l'accusation reposait sur des preuves médico-légales et sur le témoignage des experts. Et selon Hazelwood, les experts médico-légaux disposent d'outils de plus en plus pointus. Les progrès que nous avons faits, que ce soit pour enquêter, pour résoudre les crimes ou pour poursuivre les criminels, ne cesseront jamais de m'étonner. Stephen Fortin est incarcéré à la prison d'État de Trenton, où il attend son exécution. Les fils de Melissa Padilla vivent avec leur père. C'est sa mère qui élève ses filles. Elle était une bonne mère, une sœur, une amie incroyable. C'était une fille formidable. C'était une fille bien. Elle était généreuse. Malheureusement, ses enfants n'auront pas la chance de la connaître. Comme vous avez pu le noter, la résolution de cette affaire s'est appuyée sur deux techniques bien différentes. La comparaison d'empreintes de morsure avec la denture du suspect et l'établissement de son profil psychologique. La première a permis de relier le meurtre à Melissa Padilla, à l'agression de Vicki Gardner. Le relevé d'empreintes dentaires permet parfois de résoudre des affaires de façon inattendue. Tenez, il y a quelques années en Colombie, un officier de la brigade des stupéfiants avait été capturé par un gang de narcotrafiquants. Pressentant que les malfrats allaient l'exécuter et faire disparaître son corps, le policier avait eu la présence d'esprit de mordre discrètement l'accoudoir en cuir d'un canapé avant de recevoir une balle dans la tête. Et bien grâce à cette marque, identifiée plus tard, un juge avait pu officialiser la mort du policier et ordonner que sa veuve obtienne les dédommagements auxquels elle avait droit. Deuxième élément de notre enquête. La technique de profilage a permis de déduire que le suspect agressait ses proies en observant un rituel fétichiste. Après les avoir frappés au visage, il les mordait au menton et au sein gauche. Selon le profiler de la police, cette pratique est commune à bon nombre de psychopathes, notamment aux tueurs en série. Sachez encore qu'après 6 ans de réclusion dans le couloir de la mort, Stephen Fortin a bénéficié d'une révision de son procès sur décision de la Cour suprême. Le jury, composé de 9 hommes et de 3 femmes, après avoir délibéré pendant près de 9 heures, a commué la peine de mort en condamnation à perpétuité. Les enquêteurs de la police scientifique sont capables de déduire quantité d'informations à partir d'indices microscopiques. Une éraflure sur une douille, un cheveu ou un poil d'animal, une trace de peinture, un fragment d'os ou une goutte de salive prélevée sur un filtre de cigarette peuvent les mener au meurtrier. Mais, face à des crimes dont la violence défie l'entendement, les avancées de la criminologie et leur expérience ne suffisent pas toujours à comprendre ce qui s'est réellement passé dans le cerveau détraqué des assassins. La vallée du Susquehanna est une région agricole paisible dans le centre de la Pennsylvanie. C'est là que Laurie Hawker a grandi, non loin du fleuve Susquehanna. Laurie était très gentille. C'était une jeune fille de 19 ans comme toutes les autres. Elle avait plein de projets d'avenir. Elle rêvait de devenir vétérinaire. Elle adorait les animaux. À peine sortie du lycée, Laurie épouse Robert Hawker. Il a presque 10 ans de plus qu'elle et travaille dans une scierie. Peu de temps après, le couple a un fils, Matthew. Laurie commence à travailler dans une animalerie pour gagner un peu d'argent. Elle partage sa passion pour les animaux avec son fils dès qu'elle en a l'occasion. Quand elle ne travaillait pas, elle l'amenait pour lui montrer les animaux. Il aimait surtout les chatons. Elle l'emmenait voir les chatons et il aimait aussi regarder les poissons et jouer avec les chiots. C'était une bonne mère.
Mais la relation entre Laurie et son mari se détériore peu à peu. Le couple se dispute souvent. D'après leurs amis, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Et 18 mois après leur mariage, Laurie et Robert se séparent. Laurie et Robert s'installent chez leurs parents respectifs. C'est Laurie qui est à la garde de Matthew et Robert a un droit de visite. Elle n'était pas heureuse avec lui. C'était quelqu'un qui voulait tout contrôler. À chaque fois qu'elle voulait aller quelque part, elle avait droit à un véritable interrogatoire. Et à chaque fois qu'il s'énervait contre Matthew, il lui infligeait une correction. Laurie ne le supportait pas. Après sa séparation, Laurie a quelques aventures, mais rien de très sérieux. Le 24 mai 1989, Matthew passe la journée avec son père. Laurie se prépare à partir car, comme d'habitude, elle travaille de 16h à 19h. Après s'être préparée de quoi grignoter, la jeune femme s'en va. Mais quelque temps plus tard, sa responsable appelle chez ses parents pour se renseigner sur les causes de son absence. J'ai demandé au père de Laurie si elle était partie au travail et il a répondu que oui. Alors je lui ai dit, est-ce qu'elle a appelé? Parce qu'elle n'est toujours pas arrivée au magasin. Elle devrait être là depuis 1h30. Il a répondu non et du coup, il était très inquiet parce qu'elle était partie à l'heure. Le père sillonne la route que sa fille emprunte tous les jours pour aller travailler. Il pense qu'elle est peut-être tombée en panne sur le chemin. Il retrouve finalement la voiture de sa fille sur le parking où elle se gare habituellement près de l'animalerie. Tout semble normal. Le portefeuille et les clés de la jeune femme ne sont pas dans le véhicule. Après cette disparition, les gens ont pris peur. Le fait qu'une jeune femme puisse se rendre dans un centre commercial plein de monde, en plein jour, et disparaître, certainement parce qu'elle a été enlevée, ça a vraiment fait naître une vague de terreur dans cette petite communauté plutôt conservatrice. La police passe le quartier au peigne fin et interroge tous les employés qui travaillent dans le centre commercial, mais personne n'a rien remarqué de suspect. Les enquêteurs soupçonnent immédiatement l'ex-mari de Laurie, Robert, d'être impliqué dans sa disparition. Mais il déclare ne pas l'avoir vue de toute la journée. Et il a un alibi, il gardait son fils. Ils ont fait les magasins ensemble et ensuite, il s'est rendu à 2 rendez-vous. Monsieur Hawker m'a dit que le jour de la disparition de Laurie, il est allé chercher un formulaire de demande de pension d'invalidité. Puis il est allé à Willisburg pour porter le document au cabinet d'un chirurgien orthopédique. Et après ça, il est allé dans le centre commercial de Bloomsburg Sears, où il a acheté un lave-vaisselle pour sa mère. Pendant 3 semaines, la police, des volontaires et la famille de Laurie recherchent la jeune femme. En vain. Le 12 juin, une femme qui fait son jogging à quelques kilomètres du centre commercial aperçoit un cadavre dans une décharge sauvage. Il ne reste pratiquement que le squelette. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit peut-être des restes de Laurie Hawker et ils décident de faire appel aux sciences médico-légales pour en avoir le cœur net. Le cadavre était dans un état de décomposition avancé. Il ne restait de la chair qu'aux extrémités. Il n'y avait plus ni peau, ni organe interne qui aurait pu être analysé. Les enquêteurs doivent identifier le squelette découvert dans la décharge, situé à quelques kilomètres de l'animalerie, et ils doivent aussi découvrir la cause du décès. C'est le docteur Mialakis, médecin légiste, qui va procéder à l'autopsie. Grâce à la taille du crâne, il peut dire qu'il s'agit d'une femme. Les marques de coupure sur les os et les trous dans les vêtements lui permettent de déterminer la cause de son décès. La présence de coupures qui correspondaient aux perforations dans son pull était cohérente avec des coups de couteau répétés et donc un meurtre. Le médecin légiste conclut que la victime a été poignardée dans la poitrine au moins 7 fois, peut-être 11.
Mais comme il ne reste pratiquement plus rien du corps, il n'a pas suffisamment d'éléments pour l'identifier. Le docteur Hayson, odontologiste médico-légal, va donc procéder à une identification dentaire. Dans les affaires comme celle de Laurie Hawker, quand il n'y a pas d'empreinte digitale à exploiter et que le corps n'est pas identifiable à cause de la décomposition des tissus, sans l'odontologie médico-légale, on ne peut rien faire. Très souvent, le seul indice dont on dispose, ce sont les dents. On peut les comparer à des dossiers dentaires pour identifier la victime. Après étude du dossier dentaire de Laurie Hawker, le docteur Hayson conclut qu'il s'agit bien de son cadavre. La victime avait 9 dents qui avaient été soignées par un dentiste. Il s'est avéré qu'il s'agissait des mêmes dents que celles que Laurie avait fait soigner. C'était le même nombre de dents, avec des soins identiques, exactement au même endroit pour chaque dent. La dentition correspondait exactement à celle de Laurie Hawker. Le cadavre partiellement décomposé d'une jeune femme a été retrouvé à quelques kilomètres d'un centre commercial. Dès lors, les enquêteurs doivent trouver dans l'urgence les réponses aux premières questions qu'ils se posent. Quelle est l'identité de la victime? Quand a-t-elle été tuée? Et quelles sont les causes de sa mort? Pour identifier une dépouille méconnaissable, les experts ont à leur disposition plusieurs techniques. L'odontologie judiciaire, la comparaison des profils ADN ou la reconstitution faciale. Dans notre affaire, le rapprochement des empreintes dentaires apporte la réponse. Le cadavre est bien celui de Laurie Hawker, la jeune femme disparue 3 semaines plus tôt. Depuis fort longtemps, les caractéristiques propres à chaque denture permettent de lever les doutes sur l'identité d'un cadavre. Tenez, en 49 avant Jésus-Christ, Agrippine, l'épouse de l'empereur Claude, avait exigé que ses gardes lui apportent la tête de Lollia Paulina après l'avoir assassinée. Agrippine ne fut rassurée sur l'identité de sa rivale qu'après avoir constaté les particularités de sa denture. Et c'est aussi grâce à ses dents que le cadavre méconnaissable de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, tué en 1477 au cours de la bataille de Nancy, avait pu être identifié par son page. Jean de Troyes rapporte le fait dans une chronique écrite dans la langue de l'époque. Il dit: il le reconnut par les dents de dessus qu'il avait autrefois perdues par une chute. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Et les enquêteurs veulent savoir à quand remonte la mort de Laurie. 3 techniques permettent de déterminer depuis quand une personne est décédée. La première consiste à prendre la température du corps, mais dans ce cas, il est resté trop longtemps dehors. La deuxième consiste à examiner le contenu de l'estomac, mais dans cette affaire, l'état de décomposition du corps est trop avancé. La seule solution qu'il reste aux experts, c'est d'étudier les insectes présents dans le cadavre. Le docteur Kei Chung Kim étudie donc les larves retrouvées sur les restes de Laurie Hawker. Sur le corps, il y avait un grand nombre d'insectes différents et aussi des asticots à un stade final de développement larvaire. Quelques minutes seulement après la mort, les mouches de la famille des Calliphoridae peuvent déjà détecter l'odeur de décomposition à plusieurs kilomètres de distance. Le docteur Kim détermine que les mouches ont déposé leurs larves sur le cadavre depuis 19 jours, ce qui correspond au jour de la disparition de Laurie. Ensuite, les enquêteurs ont un coup de chance incroyable. Ils apprennent que le distributeur automatique situé près de l'entrée du centre commercial est équipé d'une caméra de vidéosurveillance. Celle-ci prend des images toutes les 10 secondes. Et la caméra était justement orientée dans la direction de la voiture de Laurie Hawker. À première vue, la vidéo ne révèle rien d'anormal. On y voit un homme retirer de l'argent. Mais en arrière-plan, on distingue une voiture garée près de celle de la victime. Une personne non identifiée attend à côté. Au fond, sur le parking, la caméra a filmé quelque chose. Les images étaient un peu floues. On se serait cru dans un film d'Alfred Hitchcock.
Les images semblent prometteuses, mais elles sont trop floues pour être exploitées. Le procureur demande alors l'aide du FBI et de la police d'État de Pennsylvanie. Mais aucun de leurs spécialistes ne parvient à améliorer la qualité des images. Le FBI suggère au procureur de demander l'aide de la NASA. À l'époque, la NASA utilise déjà une technique de pointe pour améliorer la netteté des photographies numériques provenant de l'espace. La NASA confie le dossier à un chercheur, Alan Tietjan, qui travaille à la Missile Defense Agency du ministère de la Défense américain. Tietjan utilise la technique qui a été utilisée pour déterminer les causes de l'explosion de la navette Challenger en 1986. La numérisation consiste à transformer un signal vidéo classique, comme par exemple celui que l'on obtient avec un magnétoscope ordinaire, en un fichier image informatique. Une fois que les images sont numérisées, elles sont décomposées en milliers de pixels. Chacun de ces pixels est converti en un nombre qui correspond à sa luminosité. Dans ce cas-là, les données étaient en noir et blanc, donc les pixels oscillaient entre différentes nuances de noir et blanc. Le logiciel permet également de supprimer le grain des images et d'améliorer leur netteté. Une fois l'opération terminée, la qualité de l'image est nettement meilleure. Le procureur espère que les photographies retravaillées permettront de résoudre le mystère de la disparition de Laurie Hawker. Sur les photographies de la caméra de vidéosurveillance du parking, la voiture de Laurie est garée à sa place habituelle. En arrière-plan, on voit une personne habillée de la même façon que Laurie le jour de sa disparition. Les techniques mises au point par les ingénieurs de la NASA pour amplifier et convertir des images vidéo de basse définition avaient déjà permis l'expertise du Saint-Suaire de Turin. Afin de déterminer si l'image du Christ imprimée sur le tissu était d'origine humaine ou divine, une équipe de scientifiques avait utilisé le VP Height Analyzer, un appareil initialement destiné à transformer en images en relief les photographies réalisées par les sondes spatiales Viking autour de la planète Mars. Eh bien, le résultat fut spectaculaire. Après un scanning de la surface du linge, apparut une représentation en 3D de l'image due à l'intensité lumineuse. Le relief de la silhouette étant restitué en creux. Cela démontrait que la lumière qui avait créé l'image ne provenait pas de l'extérieur, mais qu'elle avait été émise par le cadavre lui-même. Dans notre affaire, l'enjeu de l'intervention des hommes de la NASA est moins spéculatif. Mais il intervient néanmoins dans le cadre d'une affaire criminelle. Les images étaient en noir et blanc. Nous savions que ce jour-là, Laurie portait un coupe-vent, un jean, et qu'elle avait un sac à main blanc. Elle était de taille moyenne, avec les cheveux bruns coupés courts. Or, la personne sur la vidéo correspondait parfaitement à cette description. L'image suivante, prise 10 secondes plus tard, montre un autre véhicule devant Laurie, de biais. La portière côté passager est ouverte. Laurie est penchée. Elle regarde à l'intérieur de la voiture. Sur la dernière image, la voiture de Laurie est toujours sur le parking, mais la jeune femme n'est plus là. Et on voit l'autre voiture s'en aller. On ne voyait plus la personne qui correspondait à la description de Laurie. Et nous savions qu'elle n'avait pas franchi la porte de la boutique. Pour nous, c'était les images de son enlèvement. Le véhicule que l'on voit quitter le parking est une Chevrolet Celebrity. La même voiture que celle des parents de Robert, l'ex-mari de Laurie. Les parents de Robert disent à la police que leur fils a emprunté leur voiture le jour de la disparition de Laurie. Ils ont vendu le véhicule une semaine plus tard. La police retrouve successivement sa trace chez 3 concessionnaires différents.
Elle est passée chez plusieurs revendeurs de voitures d'occasion. Et elle a finalement réussi à trouver preneur. Celui qui l'a acheté était un policier à la retraite. L'agent de police l'a acheté pour sa belle-fille, qui n'a pas encore l'âge de conduire. Le véhicule n'a donc pas bougé de son garage depuis. Une très bonne nouvelle pour les enquêteurs. La voiture était restée telle qu'elle. Elle n'avait pas été compromise. Quand on l'a récupérée, on a pu faire des relevés d'empreintes et rechercher des indices. Les enquêteurs examinent la voiture, mais ne trouvent aucune trace de sang à l'intérieur. Des voisins de Robert Hooker l'ont vu nettoyer la voiture de fond en comble le lendemain de la disparition de Lori. Mais dans le coffre de la voiture, ils trouvent un minuscule indice. Il s'agit d'un poil. Sous le microscope, il ne semble pas s'agir d'un poil humain. À gauche, un poil humain. À droite, celui retrouvé dans le coffre de la voiture du suspect. Grâce à un microscope électronique, l'image est agrandie des milliers de fois. La surface du poil présente un motif rectangulaire, alors que celle des poils humains rappelle les barreaux d'une échelle. Les petites taches bleues sont des particules de poussière. Après avoir étudié plusieurs types de poils, les experts scientifiques découvrent finalement qu'il s'agit d'un poil de chat. Ils le comparent au poil du chat des parents de Lori. Ils sont identiques. C'est une découverte capitale pour l'enquête. Robert n'a jamais été en contact avec le chat des parents de Lori. Et l'animal ne s'est jamais trouvé chez Robert et Lori lorsqu'ils habitaient ensemble. De plus, les parents de Robert ne possèdent pas de chat. Et Lori n'est jamais montée dans la voiture de ses beaux-parents avant sa disparition. Pour les enquêteurs, ce poil de chat prouve que Lori s'est retrouvée dans le coffre de la voiture de Robert. Robert Hooker savait que ses parents étaient sur le point de vendre cette voiture. Et je pense que c'est pour ça qu'il a utilisé ce véhicule et pas le sien pour enlever Lori. Les poils et les cheveux humains permettent dans certains cas de remonter la piste d'un meurtrier. Mais les transferts de poils d'animaux jouent également un rôle important dans la résolution d'enquêtes criminelles. En effet, à l'instar des humains, les animaux, qui possèdent un ADN qui leur est propre, et leur empreinte de pâte ou de truffe présente la plupart du temps des caractéristiques originales. Alors ainsi, une équipe internationale de scientifiques vient-elle de créer une vaste base de données ADN à partir de fourrures de chats. La présence de plus en plus importante d'animaux domestiques dans les foyers augmente les indices médico-légaux sur les scènes de crime, indique pour sa part Robert Grahn, l'auteur d'un article publié dans la revue de Sciences judiciaires, et il ajoute « Le transfert de poils sur un agresseur peut fournir une preuve décisive pour résoudre une affaire. » Eh bien, notre histoire corrobore avec pertinence cette affirmation. La police arrête Robert Hooker pour le meurtre de son ex-femme. Quand j'ai arrêté Hooker, il m'a dit « C'est une blague ». En dehors du fait qu'elle soit morte, le plus dur pour moi, ça a été d'apprendre qu'il avait jeté son corps dans une décharge. Une personne comme Lori ne méritait pas qu'on la traite de cette façon. Pour le procureur, les images de la caméra de surveillance corroborent la théorie selon laquelle Robert a enlevé Lori sur le parking du centre commercial. Mais pour convaincre un jury, il doit prouver que la voiture que l'on voit sur les images de vidéosurveillance est bien la Chevrolet des parents de Robert Hooker. Pour cela, les enquêteurs vont procéder à une reconstitution de l'enlèvement. Ils placent la Chevrolet au même endroit sur le parking et prennent des photographies à partir de l'endroit exact où se trouve la caméra de surveillance. Et cette fois, les images sont parfaitement nettes.
En haut se trouve l'image originale prise par la caméra de vidéosurveillance. En bas, il s'agit de l'image prise lors de la reconstitution. Les deux véhicules sont identiques. Et le procureur pense avoir découvert le mobile du meurtre. L'argent. Hawker avait contracté une assurance vie pour sa femme et pour son fils. Et il en était l'unique bénéficiaire. Il avait souscrit cette police d'assurance après leur séparation. De plus, Laurie et son mari se disputaient la garde de leur fils, un autre mobile possible. En fouillant dans le passé de Robert Hawker, la police découvre que son casier judiciaire est bien rempli. Robert Hawker a eu des ennuis avec la justice presque toute sa vie, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Peu de temps après avoir épousé Laurie, il a été condamné pour conduite en état d'ivresse et il a passé quelque temps en prison. À cette époque, il a commandé un livre qui décrivait en détail comment commettre le crime parfait. Pour des raisons évidentes, la police ne veut pas que le titre de cet ouvrage soit divulgué. Le procureur pense que le 24 mai 1989, Robert Hawker attendait Laurie sur le parking. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu viennes avec moi. Robert a certainement dû trouver un moyen de convaincre Laurie de l'accompagner. Il a certainement prétexté que leur fils était malade et qu'il avait besoin d'elle. En revanche, on ne sait pas exactement où le meurtre a eu lieu. La seule certitude des enquêteurs, c'est que Laurie a reçu plusieurs coups de couteau à la poitrine et que son corps a été transporté dans le coffre de la voiture de Robert avant d'être jeté dans une décharge. Plus tard, lorsque Robert a nettoyé le coffre, il n'a pas vu la preuve minuscule que Laurie avait laissée derrière elle. Le poil de chat qui était sur les vêtements de Laurie s'est retrouvé dans le coffre de la voiture de Robert. Ironie du sort, Laurie adorait les animaux et c'est un poil de chat qui a permis d'identifier son assassin. Je me souviens de Laurie comme d'une personne extrêmement gentille. C'était la gentillesse incarnée. Elle était adorable avec tout le monde, avec les animaux, avec les gens, et elle aimait son fils, elle l'adorait vraiment. Robert Hawker est reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la peine de mort. À l'issue de son procès en appel, sa sentence est réduite à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. La collaboration de la NASA a marqué un tournant majeur dans l'histoire des sciences médico-légales. C'était l'une des premières fois que des photos étaient ainsi numérisées et retouchées dans le cadre d'une enquête. La retouche des images de vidéosurveillance était quelque chose de complètement novateur à l'époque. Ça n'avait jamais été fait. Cette affaire a marqué un tournant pour les procureurs dans toute la Pennsylvanie. Je pense qu'après ça, la police et les services du procureur ont pris conscience des possibilités qu'offrait la science. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient d'autres outils à leur disposition qu'ils n'avaient pas exploités jusque-là. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que de nos jours, c'est devenu monnaie courante. Lors du procès, les jurés ont découvert avec stupeur que durant les derniers mois de sa vie, Laurie Hawker était terrorisée par son mari. Elle avait abandonné le domicile conjugal et s'était réfugiée chez ses parents. Elle cachait des armes sous son lit, prête à en faire usage. Et elle demandait fréquemment à une amie de lui servir de garde du corps, tant elle redoutait que son mari l'agresse et kidnappe son enfant. La première utilisation d'un poil d'animal dans une affaire criminelle remonte à... C'est 2005, oui, au Canada. Sur l'île du Prince-Édouard, le cadavre d'une femme est découvert dans une tourbière. Le poil blanc d'un chat est l'un des indices recueillis
sur la scène de crime. Policiers et vétérinaires capturent plusieurs dizaines de chats sauvages qui prolifèrent sur l'île et ils envoient les échantillons de poils à un généticien de l'Institut américain du cancer. Alors ce dernier compare leur profil ADN et constate qu'en dépit d'une forte consanguinité, les signatures génétiques des félins sont toutes différentes. Il n'y a qu'une chance sur 70 millions pour que 2 chats possèdent le même ADN. Un suspect est arrêté, le poil retrouvé sur le cadavre appartient à son chat, un rapprochement ADN permet de le confondre, et le cas fait jurisprudence. Dès lors, des preuves médico-légales issues d'animaux domestiques sont recevables devant les tribunaux. Cette émission, avec cette belle histoire d'animaux, est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires, des enquêtes impossibles. Une vieille dame est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Alors s'agit-il d'une mort naturelle ou d'un meurtre? Un médecin ausculte un employé de l'hôtel. Il présente une blessure au doigt qui s'est gravement infectée. La virulence de l'infection apportera-t-elle la clé du mystère? À seulement 150 km de New York, une surveillante de prison disparaît mystérieusement. Ses collègues ignorent où elle se trouve et personne n'a rien signalé de suspect. Mais comment une gardienne pénitentiaire a-t-elle pu se volatiliser d'une prison de haute sécurité? Bonjour, merci de votre fidélité pour suivre à mes côtés ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Les séries télévisées nous ont habitués à voir des experts de la police judiciaire s'affairer dans des laboratoires ultramodernes, entourés d'écrans tactiles et de matériel sophistiqué. Mais savez-vous que la criminologie est née en Chine et au XIIIe siècle? Un jour de moisson, un paysan est retrouvé mort dans une rizière. Et pris d'une soudaine inspiration, le contremaître collecte les serpes des ouvriers agricoles et les étale au soleil. Des mouches apparaissent et se concentrent sur l'un des outils. Le contremaître l'examine avec attention et découvre que de minuscules gouttes de sang sont visibles entre le manche et la lame. Confondu, le propriétaire de la serpe incriminée confesse être l'auteur du meurtre. Eh bien, cette histoire fut relatée en 1248 par Sun Tzu, un médecin détective, dans son œuvre intitulée « Livre du lavage des torts ». Et considéré comme le premier manuel de médecine légale, cet ouvrage expose comment notamment distinguer le suicide ou l'homicide de la mort naturelle. Alors sans plus attendre, je vous propose maintenant de suivre notre première affaire. Cincinnati. C'est la 3e plus grande ville de l'Ohio. Elle tire son nom du chef romain Lucius Cincinnatus, qui aurait été un modèle de vertu. Mais en septembre 1994, Rhoda Nathan, une grand-mère de 67 ans en visite à Cincinnati, découvre une toute autre facette de la ville. Elle était tellement drôle que vous ne pouviez pas vous empêcher de rigoler avec elle. C'était vraiment une femme formidable. Elle prend une chambre dans cet hôtel situé en périphérie, dans la ville de Blue Ash. C'était un hôtel très agréable où se tenaient de nombreuses conventions. Rien de ce genre n'y était jamais arrivé auparavant. Rhoda partage la chambre 237 avec sa meilleure amie de 50 ans, Ellen Chubb, et le compagnon de celle-ci, Joe Kaplan, tous deux originaires de Floride. Ils sont là pour assister à la bar mitzvah du petit-fils d'Ellen. Le samedi matin, Joe et Ellen se lèvent tôt et quittent la chambre à 7h30 pour aller déjeuner.
Joe déclare avoir claqué la porte pour être sûr de bien la fermer. Rhoda reste seule. Elle compte se doucher et s'habiller. Après le petit déjeuner, une demi-heure plus tard, Helen et Joe retournent à la chambre. J'ai ouvert la porte et ça a été un choc terrible. J'ai vu le corps de Rhoda. Elle était entièrement nue. Elle avait la tête sur le côté. C'est comme si elle était devenue violette. Rhoda est méconnaissable. C'était comme si elle avait changé de couleur. Son visage était tout marron, comme si du sang avait explosé à l'intérieur, comme si les vaisseaux avaient éclaté. Je ne sais pas comment expliquer, ce n'était plus Rhoda. À l'aide! 2 clients de l'hôtel, un cardiologue et une infirmière, répondent aux appels au secours du couple et tentent immédiatement de la réanimer, croyant à une crise cardiaque. Rhoda est conduite d'urgence à l'hôpital, mais il est trop tard. Elle est déclarée morte à son arrivée. Plus tard, Helen s'aperçoit qu'il manque 500 $ dans le sac à main qu'elle avait laissé dans la chambre pendant le petit déjeuner. Ils ne sont plus là. C'est alors qu'elle prend conscience que Rhoda n'avait plus son collier autour du cou. Je me souviens que je l'ai vue et que je me suis dit « Oh mon Dieu !» Et puis j'ai vu sa poitrine et j'ai compris. Je ne me suis pas dit dans ma tête où est son collier, mais je savais qu'il n'était pas là. La police interdit l'accès à la chambre 237, la scène de crime. C'est sans doute l'un des crimes les plus abominables que j'ai eu l'occasion de voir en 25 années de carrière. Les hématomes sur le visage et la poitrine de Rhoda indiquent que celle-ci a été frappée à coups de poing, ainsi qu'avec au moins 2 objets différents. Elle est morte sous les coups. Elle a été battue à mort. C'est aussi simple que cela. L'autopsie confirme ce que la police soupçonne déjà. La mort de Rhoda est un homicide. C'est terrible pour notre communauté de voir des visiteurs qui viennent chez nous se faire brutaliser de la manière dont elle l'a été. Nous espérons rétablir la justice dans cette affaire et nous pensons que la peine de mort est la peine appropriée. Une femme de 67 ans, Rhoda Nathan, est tuée dans sa chambre d'hôtel, quelques heures seulement avant d'assister à une bar mitzvah. Étant donné l'absence de signes d'effraction, on peut penser que Rhoda connaissait le tueur et lui a ouvert la porte. Toutefois, comme elle était nue, cette théorie est abandonnée. Il y a une tache de sang sur le rideau de la fenêtre et une trace de pas ensanglanté sur le sol de la salle de bain. C'était affreux. Elle était presque de la famille. Elle n'a rien fait de mal. Elle pensait qu'elle allait s'amuser, mais elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Le mobile du crime semble être le vol. Le collier en or avec des diamants de la victime a disparu, de même que les 500 $ en liquide qui se trouvaient dans le sac d'Helen. La porte de la chambre 237 se trouve en face du salon de l'hôtel, mais personne n'a vu quelqu'un entrer dans la chambre. On savait que l'auteur des faits devait être présent à l'hôtel entre 7h30 et 8h, ce qui restreignait le champ des suspects et représentait un bon début. Les enquêteurs interrogent les clients de l'hôtel ainsi que les employés qui ont accès aux chambres. La mort de Rhoda Nathan n'est pas le seul incident survenu à l'hôtel ce jour-là. Un employé de l'hôtel de 42 ans, Elwood Butch Jones, s'est coupé à la main gauche sur le rebord d'une benne à ordures. Il a pointé à 6h ce matin-là. Quelques personnes l'ont vu et n'ont rien remarqué de particulier sur lui à ce moment-là. Mais vers 8h30, 9h, les gens ont remarqué qu'il avait la main gauche bandée. Un meurtre a été commis dans la chambre 237 d'un hôtel de Cincinnati. Rhoda Nathan, une veuve âgée de 67 ans, a été tuée avec une extrême violence. Le vol semble être le mobile puisqu'un collier de valeur et la somme de 500 $ ont disparu. À ce stade de l'enquête,
Les policiers ne peuvent avancer qu'une hypothèse. Le meurtrier est un client ou il fait partie du personnel de l'établissement. Dans l'un ou l'autre cas, il a dû attendre le départ d'Hélène Schub et de Joey Kaplan pour pénétrer dans la chambre. Puis, la croyant vide, il a fait main basse sur l'argent et les bijoux. Tandis qu'il s'affairait, Rhoda Nathan avait quitté la salle de bain, et pour ne pas risquer d'être démasqué, le voleur l'avait alors frappé au visage et à la poitrine, sans lui accorder la moindre chance de survivre. 3 jours après le drame, Elwood Jones, un employé de l'hôtel, consulte un médecin. Il prétend s'être blessé la main sur le tranchant d'une benne à ordures. Et la plaie s'est dangereusement infectée. Alors bien que cet incident ne semble pas lié au meurtre, il va ouvrir la voie à une série de déductions tout à fait extraordinaires. Jones est examiné par le docteur John McDonough, chirurgien de la main. La coupure était plutôt bénigne. Elle était petite et en partie cicatrisée. Et dans un premier temps, je l'ai cru quand il m'a dit s'être coupé sur le bord d'une benne au travail. Lorsque le docteur McDonough incise le doigt de Jones, du pus gicle à plus de 25 cm de distance. L'entaille est profonde et atteint la capsule, l'enveloppe stérile de l'articulation du doigt de Jones. Elwood Jones subit 2 opérations. Il est soumis à un traitement antibiotique et reste hospitalisé pendant 5 jours. D'après les médecins, il aurait pu ne pas s'en sortir s'il n'avait pas consulté. Le docteur McDonough a du mal à croire que cette blessure soit le résultat d'une coupure par un objet métallique. Les analyses en laboratoire révèlent que l'infection a été provoquée par une bactérie virulente appelée Echinella corrodens. Le germe Echinella se trouve naturellement dans la bouche, sous la plaque dentaire, le long de la gencive. Pour qu'il se propage, il faut rompre la plaque dentaire. Ça implique une blessure grave. Et ça arrive généralement lorsqu'une dent est cassée ou qu'elle est heurtée par un objet dur, comme un poing ou un os de la main. Par conséquent, il ne peut pas avoir été infecté en mettant simplement sa main dans sa bouche. Coïncidence ou pas, 2 des dents de Rhoda Nathan ont été arrachées au moment de son agression. L'une a été retrouvée par terre à côté du corps et l'autre dans son estomac. Autre fait suspect, Jones raconte au médecin qu'il s'est coupé la main sur le bord d'une benne à ordures, alors qu'il déclarera plus tard à ses collègues s'être coupé sur un escalier métallique. À l'évidence, l'origine de sa blessure à la main était suspecte. Elwood Jones avait beau être intelligent, il ne l'était pas assez pour livrer une version cohérente des faits. Si ce n'est pas vous, qui est-ce? J'ai été piégé, je ne suis pas coupable. C'est l'une des affaires de meurtre les plus brutales dont j'ai entendu parler. Un acte d'une pure méchanceté et d'une totale absurdité qui m'a stupéfié. Une piste est apparue dans l'affaire Rhoda Nathan. Elwood Jones, un employé de l'hôtel en service le jour du meurtre, s'est fait une profonde entaille à la main le même jour. Au départ, les enquêteurs ne le suspectent pas plus qu'un autre. Mais lorsqu'ils apprennent qu'il a donné à ses collègues une version de son accident différente de celle qu'il a donnée à l'hôpital, ils décident d'interroger le chirurgien John McDonough. Ils voulaient que je leur donne des informations sur M. Jones. Alors je leur ai répondu que c'était impossible. J'étais son médecin et lui mon patient, et par conséquent, ça posait un problème de déontologie, ne serait-ce que de parler de lui avec eux. Dans la plupart des pays, le secret médical est un droit inaliénable. Ainsi, la police ne peut contraindre un médecin à révéler les informations confidentielles qu'il partage avec son patient. Néanmoins, dans l'État de l'Ohio, État dans lequel se déroule notre histoire, la Cour suprême a promulgué une loi levant cette interdiction dans le cas où un médecin estimerait qu'une blessure résulte d'un crime
perpétrée avec violence. Et cette disposition concerne la blessure à la main pour laquelle Elwood Jones a consulté un praticien. Quelques jours plus tard, ils sont revenus me voir avec un mandat. Ils m'ont dit qu'en tant que médecin soumis aux lois de l'État de l'Ohio, j'étais contraint de témoigner dans une affaire de cette nature. Le docteur McDonough déclare avoir d'abord cru Jones quand celui-ci a prétendu s'être coupé la main sur le rebord d'une benne, mais qu'après avoir examiné sa plaie de plus près, il a compris que ce dernier avait menti. Pour lui, la blessure est le résultat d'une morsure humaine, survenue lors d'un coup de poing. Cela signifie que le poing serré est entré en contact avec une dent. Pour nous, une morsure résultant d'un coup, c'est une blessure à la main, généralement au niveau des articulations des doigts. Quand une personne en frappe une autre à la bouche pendant une bagarre, ce qui se passe, c'est que le bord de la dent pénètre dans la peau et elle peut se casser. Et ce bord tranchant introduit la bactérie sous la peau, dans les tissus mous de la main. Je pratique la chirurgie de la main depuis près de 25 ans et je n'ai eu que 3 cas comme celui-là. Pour les 3, c'était une blessure infligée par une morsure lors d'un coup de poing. La localisation de la coupure sur l'articulation de Jones suggère la même conclusion, de même que les tests de laboratoire qui ont permis de déceler la bactérie Echinella corrodens. Une morsure résultant d'un coup ressemble beaucoup à une blessure causée par un bord tranchant. Le docteur McDonough trouve la blessure de Jones si inhabituelle qu'il prend ses photographies pour les montrer à ses élèves. Ces clichés deviendront une pièce à conviction de première importance. C'était vraiment un coup de chance, parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles Jones s'était blessé. Et ce que nous prenions pour un cas d'école était en réalité beaucoup plus que ça. Une enquête plus approfondie sur l'emploi du temps de Jones le jour du meurtre de Rhoda révèle qu'il a fait une demande pour un pass ce matin-là et qu'il ne l'a jamais rendu. Elwood Jones a par ailleurs des antécédents. Il a été condamné à 3 reprises pour vol et cambriolage. Dotés d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent à la fois le domicile de Jones et celui de sa compagne et collègue de travail, Earlene Metcalf. Les enquêteurs examinent les vêtements d'Elwood Jones et ses chaussures. Celles-ci ne correspondent pas aux traces de pas présentes sur la scène de crime, et les analyses sur ses habits ne décèlent aucune trace du sang de Rhoda. Dans le véhicule de Jones, les enquêteurs trouvent une caisse à outils avec un pass de l'hôtel, 2 jeux de chaînes, de porte et un collier en or et en diamant, semblable à celui que portait Rhoda Nathan avant sa mort. Un nouveau scénario se dessine. Et si les traces sur le visage de Rhoda avaient été faites avec une chaîne de porte, du type de celle découverte dans le coffre de Jones, et la marque sur sa poitrine avec le talkie-walkie qu'Elwood Jones porte habituellement sur lui en service. Mais les photographies de l'autopsie n'ont pas été prises selon un angle exactement parallèle au corps de la victime. Cela engendre une légère distorsion qui va rendre impossible une comparaison photographique précise des blessures avec ces éléments. Ça n'a été ni rapide, ni sans douleur. Je suis sûr qu'elle est restée allongée pendant quelque temps en espérant voir revenir ses amis. Elle n'est pas morte tout de suite. Le meurtre sauvage de Rhoda est un choc terrible pour ses enfants et pour tous ses proches. Elle était gaie et pleine d'entrain. C'était quelqu'un de profondément optimiste. Et elle avait un grand sens de l'humour. Elle était très fière de ses enfants, comme j'imagine la plupart d'entre nous ont envie de l'être. Elle avait 2 fils charmants qui avaient bien réussi, une belle famille, de beaux petits-enfants, des gens bien. Avant le procès, les enquêteurs veulent vérifier si l'un des objets retrouvés dans la boîte à outils de Jones a été utilisé lors de l'agression. Mais les enquêteurs font face à un problème.
Les déformations des photos de l'autopsie compliquent l'analyse du dessin des blessures de Rhoda. Toutefois, la police apprend que le FBI vient de développer une nouvelle technique pour corriger les déformations de perspective des photographies. La table réglable de la machine est placée de façon à reproduire l'angle de l'appareil au moment de la photographie initiale. Cette table est ensuite déplacée de façon à transformer le plan de la photo en plan parfaitement plat, comme s'il s'agissait d'une vue du dessus. Cette machine permettait en fait de rectifier ou corriger la façon dont la photographie avait été prise. Les enquêteurs soumettent ensuite les photos ainsi rectifiées à l'Institut de pathologie des Forces armées à Washington. Là, des experts spécialisés dans l'étude des blessures par arme vont les décortiquer. Ils vont modifier la couleur des photographies de l'autopsie, ainsi que la luminosité et le contraste, afin de distinguer les blessures des marques causées par les saignements internes. C'est ainsi qu'ils vont découvrir que les marques sur le visage de Rhoda ont été faites par la chaîne de porte de la caisse à outils de Jones. Les experts ne peuvent pas exclure la possibilité que le talkie-walkie de Jones ait causé le bleu à la poitrine, en dépit d'une correspondance approximative. Ils n'avaient ni ADN, ni sang, ni cheveux, ni fibres, mais ils avaient cette technique inhabituelle pour montrer que l'hématome pouvait avoir été provoqué par le talkie-walkie. Le procureur pense que lorsqu'Hélène et Joe sont partis pour le petit déjeuner, Jones les a vus et en a déduit que la chambre était vide. Il se munit de sa caisse à outils et d'une chaîne de porte pour pouvoir prétexter des travaux de maintenance au cas où le couple revienne plus tôt que prévu. Il utilise ensuite le pass qu'il a récupéré quelques heures plus tôt. Une fois à l'intérieur, il prend les 500 $ du sac à main. C'est alors que Rhoda Nathan, qui vient de prendre une douche, sort de la salle de bain. Il la frappe au visage avec la chaîne de porte qu'il a à la main et lui assène un coup à la poitrine avec son talkie-walkie. Il lui donne aussi un coup de poing dans la bouche, lui cassant 2 dents et s'inoculant par la même occasion la virulente bactérie. Jones arrache le collier que Rhoda porte à son cou, puis il s'en va. Ne disposant pas de sang, d'ADN, d'empreintes digitales, de fibres ou de traces de pas, les enquêteurs en sont réduits à concentrer leurs efforts sur l'empreinte des objets que le meurtrier a utilisés pour frapper la grand-mère. Alors c'est une chaîne de porte et un talkie-walkie. Ils sont par ailleurs conscients que les preuves qu'ils pourront établir à partir de ces marques seront sans doute réfutées par l'avocat de la défense lors du procès. C'est pourquoi ils s'emploient à reconstituer l'agression dans ses moindres détails. Il se peut qu'elle ait été consciente quand il lui a arraché ce collier, qui signifiait tant pour elle qu'elle ne l'ôtait jamais. Elwood Jones est ce type d'individu. Pour lui, ce n'était qu'une babiole, alors que pour elle, c'était tout ce qui la reliait encore à sa famille, à son mari. Le collier trouvé dans la caisse à outils d'Elwood Jones est identifié comme étant celui de Rhoda Nathan. Jones ne le savait pas, mais il s'agissait d'une pièce unique de bijouterie. En fait, le mari de la victime l'avait fait faire spécialement pour elle, à partir de l'alliance de sa propre mère. Il y avait 5 diamants sertis dans un pendentif très spécial. Et elle y tenait tellement que même quand elle prenait sa douche, même quand elle allait nager et quand elle dormait, ce collier ne la quittait absolument jamais. Le docteur McDonough atteste que la blessure à la main de Jones et son infection due à la bactérie Echinella corrodens sont la conséquence d'une morsure et non d'une coupure avec un objet métallique comme le prétend Jones. Il y avait polémique sur la façon dont la morsure, ou plutôt la blessure, avait pu s'affecter. Mais le médecin qui a témoigné a été très persuasif quand il a dit que seule une bouche humaine pouvait avoir causé cette plaie. Ça a été un argument très convaincant pour le jury, c'est certain.
Mais de tous les hôpitaux de la ville et de tous les médecins, celui sur lequel Elwood Jones finit par tomber cette nuit-là est par un pur hasard le docteur McDonough. Je ne suis pas du tout désolé pour Elwood, mais je suis convaincu que s'il avait été vu par un autre, cette affaire n'aurait pas été résolue. Les photos des blessures de Rhoda suggèrent que la radio d'Elwood Jones et la chaîne de porte trouvée dans sa caisse à outils ont probablement été utilisées lors de son agression. Je suis innocent. Elwood Jones prétend avoir été piégé par la police, laquelle, d'après lui, aurait mis le collier dans sa caisse à outils. Il disait qu'il n'avait rien fait, qu'il faisait juste son boulot ce jour-là, et que c'est lui qu'on avait arrêté parce qu'il avait un casier. Il ne faudra que 10 heures au jury pour délibérer. Elwood Jones est déclaré coupable de vol, de cambriolage et de meurtre aggravé. J'ai dit que j'étais innocent, et je continue de le dire. Je n'ai pas commis ce crime. Elwood est une ordure. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai jugé des tueurs en série moins casse-pieds que lui. Il était arrogant, méchant avec son avocat. Il était foncièrement mauvais. Après examen, la Cour est entièrement d'accord avec les recommandations données par le jury. Elwood Jones est condamné à mort. À l'extérieur du tribunal, la sœur de Jones ne cache pas sa colère. Ce qui s'est passé dans cette cour cet après-midi est insensé. La police de Blue Ash a piégé mon frère. Dans cette affaire, il faut entendre tout le monde, le juge, le procureur. Cette affaire était intéressante pour beaucoup de raisons. Pas seulement parce que le crime a eu lieu dans un endroit où on ne s'attend généralement pas à rencontrer une telle violence. Ce qui l'a rendu encore plus choquant peut-être. Mais le plus intéressant dans cette affaire, ce sont toutes les preuves scientifiques qui ont été apportées, les preuves médico-légales qui ont été trouvées. Ce n'est pas le genre de preuves qu'on peut voir dans toutes les enquêtes. J'aimerais lui dire de commencer à faire la paix avec son créateur, parce que je crois qu'il va bientôt le rencontrer. Et là, il devra payer pour le crime ignoble qu'il a commis. J'aimerais appuyer sur le bouton moi-même. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que j'espère sincèrement qu'il aura une mort lente et douloureuse. Tout au long de son procès, Elwood Jones a vivement critiqué la façon dont ses avocats avaient conduit sa défense. Il a également remis en cause la levée du secret médical qui avait permis aux policiers de relier sa blessure infectée à l'agression de Rhoda Nathan. En pure perte. Juges et jurés l'ont condamné à la peine de mort. Aujourd'hui, aux États-Unis, la peine capitale est appliquée dans 34 des 50 États de la Fédération. 90% des exécutions concernent les États du Sud. Sachez encore que le nombre de condamnations à mort a été divisé par 3 en 10 ans, passant de 317 en 1996 à 111 en 2007. La plupart des exécutions sont réalisées par injection létale. La mort par électrocution, chambre à gaz, pendaison et peloton d'exécution venant ensuite en ordre décroissant. Certains États proposent aux condamnés de choisir entre deux méthodes. D'autres se réservent la possibilité d'employer une technique alternative dans le cas où l'injection serait impraticable pour raison de santé. Les marques de morsure sont-elles suffisamment fiables et précises pour permettre aux policiers d'arrêter un meurtrier? Deux histoires contradictoires fournissent des réponses. En 1992, à Miami, Stanley Corney est formellement identifié comme étant l'agresseur d'une jeune femme grâce à la marque d'une morsure imprimée sur son bras. A contrario, l'année précédente, Ray Crone est injustement accusé d'un homicide et passe 10 ans en prison. Lors de la réouverture de son procès, un expert réussit à prouver que l'empreinte dentaire retrouvée sur le cadavre de Kim Ancona n'était pas la sienne. Comme vous l'avez sans doute deviné, les empreintes de dents occupent une place centrale
dans notre seconde affaire. Établissement correctionnel de Green Haven. C'est l'une des prisons de haute sécurité les plus strictes des États-Unis. Dans ces quartiers surpeuplés cohabitent 800 des criminels les plus violents de l'État de New York. Green Haven, à l'époque, était considéré comme la super prison de haute sécurité de l'État. Tous les détenus purgeaient de longues peines. C'étaient tous de dangereux criminels, pas des débutants. La population carcérale évoluait dans un environnement très difficile. Parmi les détenus de Green Haven, plus de 500 sont des meurtriers. 1981. Pour la première fois, des femmes sont engagées pour travailler dans cette prison de haute sécurité pour hommes. Elles sont 50, toutes novices. Parmi elles se trouve Donna Payant, 31 ans. Si je devais décrire Donna et sa personnalité, je dirais que c'était quelqu'un de volontaire, très indépendant et déterminé. Elle était animée d'un profond sens de la justice. Donna a 3 enfants et son mari est lui aussi surveillant de prison, mais dans un autre établissement pénitentiaire. Si sa famille a fini par accepter son métier, ce n'est pas le cas de certains de ses collègues masculins. Pendant sa formation à l'académie, l'un des formateurs s'est invité la nuit dans la chambre de Donna, sans sa permission. Donna a déposé une plainte pour harcèlement sexuel, mais a finalement jugé plus sage de se rétracter. Le 15 mai 1981, Donna pointe, peu après-midi, pour le service de 13 à 21 heures. Vers 13 heures, Donna est avec 2 collègues quand le téléphone sonne. Oui, oui, ne quittez pas, Donna, c'est pour toi. C'est un appel pour Donna. Ce vendredi-là, Donna Payant a reçu un coup de fil en début d'après-midi. C'était un appel plutôt mystérieux, et si l'on en croit ses collègues, qui étaient alors en service avec elle, elle aurait eu après une réaction qui les a plutôt inquiétés. Les autres agents n'ont aucune idée de l'identité de son interlocuteur, mais ils disent que Donna leur a tourné le dos pour qu'ils ne puissent pas l'entendre. Après avoir raccroché, elle part sans dire où elle va. Il faut que j'y aille. Donna Payant était contrariée. Elle n'était pas nerveuse du tout, elle était plutôt en colère. Elle a dit qu'elle allait mettre un terme à tout ça, que ça allait se terminer, ici et maintenant, ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis elle a filé comme l'éclair. 5 heures plus tard, au moment de l'appel du soir des surveillants, Donna a disparu. Le verrouillage d'urgence de la prison est immédiatement ordonné. Tous les détenus sont confinés dans leurs cellules. Les agents passent la prison au peigne fin, fouillant tous les blocs de cellules, les bureaux, les espaces de détente. Mais aucune trace de Donna Payant. C'est une prison de haute sécurité, et donc ils savent bien qui entre et qui sort. Mais rien n'indiquait qu'elle était sortie. En France, la population carcérale représente environ 1 adulte pour 1000. Avec près de 1 adulte sur 100 en détention, les États-Unis détiennent depuis 2010 le taux record de population carcérale dans le monde. Et les disparités raciales restent prédominantes. Les données du ministère américain de la Justice révèlent ainsi que près de 6 prisonniers sur 10 sont noirs ou hispaniques. Plus précisément, 37% des prisonniers aux États-Unis sont des hommes noirs et dans la tranche d'âge de 20 à 34 ans, un jeune noir sur 9 est derrière les barreaux. Le Conseil national de la criminalité et de la délinquance souligne par ailleurs que la population américaine ne représente que 5% de la population mondiale, mais 25% de la population carcérale mondiale. Contraction des termes super et maximum. Le nom supermax désigne aux États-Unis les quartiers de très haute sécurité. Dans ce type d'établissement, les prisonniers sont isolés les uns des autres, ne sont autorisés à quitter leur cellule qu'1 heure par jour sous haute surveillance. Enfin, murs, tuyauteries et portes des cellules
sont isolés phoniquement afin d'éviter d'éventuelles communications entre détenus. Dans ces conditions draconiennes, on imagine difficilement qu'un détenu puisse s'échapper ou agresser un surveillant. Et pourtant, le lendemain de la disparition de Donna Payant, une information relayée par les médias frappe d'effroi la population. Le lendemain matin, au lever du jour, les responsables de la prison reçoivent une terrible nouvelle. Dans une décharge des environs, où sont déversées chaque jour toutes les poubelles de la prison, le corps mutilé d'une femme blonde, vêtue d'un uniforme de surveillant de prison, a été retrouvé. Le cadavre était emballé dans des sacs poubelles. Le lendemain de la disparition de Donna Payant, sa famille est convoquée à la prison de Green Haven. Des responsables nous attendaient. J'ai tout de suite su, même s'ils n'avaient rien dit, que quelque chose n'allait pas. Nous les avons suivis et ils nous ont alors dit qu'elle était décédée et qu'ils l'avaient retrouvée dans une décharge à côté. Le corps est identifié comme étant celui de Donna Payant. Dans l'histoire des États-Unis, elle est la première surveillante de prison morte dans l'exercice de ses fonctions. Elle a été retrouvée avec des liens autour des poignets et du cou. La cause de la mort est la strangulation. Des signes montrent qu'elle a aussi été violée. Mon père était vraiment bouleversé. Il ne s'en est jamais remis. Le corps était passé par le compacteur d'un camion poubelle, ce qui signifiait qu'il avait été jeté dans une benne de la prison, laquelle avait ensuite été vidée dans le camion poubelle affecté à l'établissement. Ensuite, dans la décharge, le cadavre avait été écrasé par un bulldozer, utilisé pour aplanir les monticules de déchets. La totalité de ses os est cassée. Elle était couverte de toutes sortes de débris et de détritus, d'ordures et d'humidité, parce que c'était des déchets relativement détrempés. Et par conséquent, les indices éventuels qu'on aurait pu trouver devaient avoir été contaminés par tous ces corps étrangers qui recouvraient son corps. Si le corps de Donna Payant a quitté Green Haven avec les poubelles de la prison, le tueur doit être quelqu'un de l'intérieur qui jouit de plus de liberté que les détenus ordinaires. Mais qui, au sein de la prison, aurait voulu sa mort? Est-ce qu'elle était harcelée par un détenu? Est-ce qu'il y en avait un qui avait une dent contre elle? Y avait-il une raison pour laquelle il lui en aurait voulu? Qui plus est, un détenu aurait aussi eu du mal à trouver un endroit pour commettre le crime. Les gardiens, qui eux sont libres de leur déplacement, deviennent alors le point de mire de l'enquête. 3 jours avant sa mort, des témoins ont vu Donna avoir une discussion houleuse avec un collègue. Des témoins ont vu un gardien, alors qu'elle voulait couper court à la discussion, lui donner des tapes sur l'épaule et dans le dos. L'homme était très énervé. On va vite découvrir que ce gardien, comme beaucoup d'autres à Green Haven, a quelque chose à cacher. Beaucoup de personnes à l'intérieur de la prison avaient un mobile pour la tuer. Je crois qu'à cause de toutes les activités illégales qui avaient lieu à Green Haven à l'époque de sa mort, et depuis bien longtemps déjà, non seulement il y avait des personnes qui avaient un mobile, mais surtout, celles-ci avaient aussi les moyens de commettre un tel crime. Ces activités ont été révélées dans un rapport officiel, rendu public 2 semaines seulement avant le meurtre de Donna. Les gardiens de Green Haven sont soupçonnés de faire du trafic avec les prisonniers. Ils leur vendent de la drogue et leur fournissent des prostituées. Le secret est resté bien gardé, mais certaines des nouvelles recrues, notamment Donna Payant, ne cautionnent pas ces pratiques.
Et comme la jeune femme a déjà déposé une plainte pour harcèlement sexuel, elle est mal vue par certains collègues. Elle était déjà cataloguée comme quelqu'un qui n'hésiterait pas à dénoncer d'éventuelles activités illégales si elle en apprenait l'existence. Et donc, elle était considérée comme un élément gênant, susceptible d'aller se plaindre aux plus hautes instances. Durant l'autopsie de Donna Payant, le médecin légiste découvre qu'elle a non seulement été violée avec une extrême sauvagerie, mais qu'elle a également des marques qui ressemblent à des traces de morsure. Une trace en forme de croissant est très nette. Deux dents s'étaient enfoncées sous la peau plus profondément que les autres, et on voyait qu'elles étaient, en tout cas selon mon souvenir, ce n'étaient pas des dents très bien soignées. Certaines dents étaient plutôt déformées. Les traces de morsure, les marques de lien et les traces de strangulation, de même que la brutalité du viol, tout indique que ce tueur a déjà tué avant. Ce meurtre n'a rien d'un coup d'essai. Mais qui a ce genre d'antécédents? Et qui, à Green Haven, pouvait en vouloir à ce point à Donna Payant pour non seulement vouloir sa mort, mais aussi la tuer avec une telle brutalité? Le corps de Donna Payant a été retrouvé ici à la décharge d'Amenia, à 50 km de la prison. La nouvelle du meurtre se répand bientôt dans tout l'État de New York. La trace de morsure sur le corps de Donna est photographiée et envoyée au docteur Lowell Levin, célèbre odontologiste médico-légal. Donna Payant, une gardienne de 31 ans, a été sauvagement agressée à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Green Haven. Elle a été violée et étranglée. Puis son corps a été jeté dans la broyeuse d'une benne à ordures avant d'être abandonné dans une décharge. Le spectacle de ce corps mutilé soulève le cœur des policiers et du médecin légiste. Néanmoins, le docteur Levin, un expert en odontologie judiciaire, est capable de reconnaître des marques de morsure, des traces qui éveillent en lui de macabres réminiscences. J'ai dit, tiens, je viens d'en parler il y a quelques jours dans mon cours sur une ancienne affaire qui s'était produite dans le même état. L'affaire est celle d'une femme âgée de 30 ans, Mary Lee Wilson, qui a été étranglée avec un lien et sauvagement violée et mordue. En toute logique, le docteur Levin se demande immédiatement si le meurtrier de Mary Lee Wilson est emprisonné là où Donna Payant travaillait. Je me suis dit, Lemuel Smith doit forcément se trouver en prison, et il aura été en contact avec cette femme. Et c'est bien le cas. Lemuel Smith, 39 ans, séjourne effectivement dans l'établissement correctionnel d'État de Green Haven. Il a avoué les meurtres de Mary Lee Wilson et d'une autre femme. Les deux victimes ont été tuées de manière identique. Leur corps portait sa signature. Pourtant, depuis 4 ans qu'il est en prison, Lemuel Smith se conduit comme un prisonnier modèle. Il avait trouvé la foi, il avait commencé comme enfant de cœur et il était devenu l'assistant de l'aumônier. Cette fonction lui confère une grande liberté au sein de la prison, une liberté dont ne bénéficient pas les autres détenus. En aucun cas, j'aurais pu la tuer. Cette femme a été battue, elle est censée avoir été sodomisée, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un couloir plutôt fréquenté. Et j'aurais eu la possibilité de lui faire subir tout ça. Ensuite, elle a été ligotée et emballée dans des sacs poubelles. C'est bien ça? Et ensuite, elle est censée avoir été balancée dans une benne à ordures. J'imagine que vous n'avez jamais essayé de soulever un corps sans vie. Ça pèse 2 fois plus lourd que quelqu'un qui est vivant. Non, c'est juste infaisable. Mais les responsables de la prison ont la preuve que Smith a été en contact avec Donna Payant et qu'ils ont noué des liens amicaux. Oui, je la connaissais bien, elle travaillait dans mon bloc. C'est tout.
Donna Payant était entrée en contact avec Lemuel Smith concernant un objet. Je crois qu'il s'agissait d'une boîte à bijoux qu'elle voulait faire fabriquer. Pendant sa détention, Lemuel Smith faisait un peu de sculpture sur bois occasionnellement. Dans le dossier de Lemuel Smith, les enquêteurs trouvent un rapport rédigé par le docteur Zvi Klopot, un psychiatre qui a évalué Smith 4 ans plus tôt. Après notre entretien, il m'a dit « Écoutez, il y a une chose que je veux que vous fassiez. Je veux que vous vous assuriez que je ne sorte jamais, parce que sinon je vais le refaire. Je ne peux pas m'en empêcher. » Je n'ai rien avoué. J'ai juste fait une déclaration alors qu'on m'avait drogué, qui était censée être pour un psychiatre. Le diagnostic du docteur Klopot est que Lemuel Smith souffre de paranoïa et a une personnalité borderline. Il prévient les autorités que sans traitement, il est certain que Smith tuera de nouveau. Cet avertissement a été ignoré lorsque Smith a acquis des libertés supplémentaires grâce à ses charges pastorales. Il avait donc le bureau entier, plusieurs bureaux même, pour lui tout seul, avec des téléphones à disposition. Et puis, c'était la seule personne à pouvoir vraiment l'utiliser. Lorsque les enquêteurs fouillent le bureau de l'aumônier, il semble parfaitement rangé. Un examen plus approfondi révèle que la chambre vient d'être nettoyée. Le sol avait été lavé, avec une eau un peu sale, mais c'était clair que ça avait été fait, et récemment. Le détenu Lemuel Smith a été diagnostiqué paranoïaque, schizophrène par un expert psychiatre. Par ailleurs, Lemuel Smith est incarcéré pour les meurtres de 2 jeunes femmes qu'il a sauvagement assassinées. C'est dire à quel point sa dangerosité est avérée. Par empathie ou par manque d'expérience, Donna Payant a pris le risque de tisser un lien avec Smith en lui demandant de fabriquer pour elle un coffret à bijoux. Smith lui a-t-il tendu un piège dans le bureau de l'aumônier? A-t-il nettoyé la pièce à grandes eaux dans le but d'effacer d'éventuels indices? Les enquêteurs trouvent quelques mèches de cheveux blonds dans un placard. Et en les examinant au microscope, ils sont en mesure d'affirmer qu'ils appartiennent à la victime. Mais, pour terrifiante que soit cette découverte, elle ne constitue pas encore une preuve matérielle de culpabilité. La seule autre preuve est l'empreinte de morsure présente sur la poitrine de Donna. À cause des dommages causés au corps de Donna par le compacteur de déchets et par le bulldozer, certains pensent qu'il ne s'agit pas du tout d'une morsure et que cette preuve ne sera pas exploitable dans un procès. La marque a été faite par des incisives inférieures, appartenant à un individu qui n'en possède que 3 au lieu de 4. Or, il manque justement l'une de ces incisives au détenu Lemuel Smith. L'espace peut être mesuré, tout comme l'espace entre les autres dents. La photo du haut reproduit la morsure trouvée sur Mary Lee Wilson, la femme que Smith a avoué avoir tuée. Au milieu figure l'empreinte des dents de Lemuel Smith, qui a été moulée dans la cire. Enfin, la photo du bas montre la marque de morsure trouvée sur le corps de Donna Payant. Après comparaison, l'espace entre les incisives inférieures droites est bien visible. Dans les 3 cas, les dimensions et les angles des dents sont identiques. Mais si c'est Lemuel Smith, l'assassin de Donna Payant, comment s'y est-il pris et pourquoi l'a-t-il tué? Il a suivi exactement le même schéma que pour ses précédents meurtres. Il était en relation avec elle. Il pensait apparemment qu'elle s'intéressait à lui. Il la voyait comme une amie proche ou comme quelqu'un qui tenait à lui. Il lui a fait un cadeau. Bref, on est dans le même schéma qu'auparavant. Selon les psychiatres, la clé réside dans cette boîte à bijoux que le détenu a fabriquée lui-même pour l'offrir à Donna Payant. La police suppose que le coup de fil qu'elle a reçu peu de temps avant sa mort provenait de Lemuel Smith, qui appelait du bureau de l'aumônier. J'ai fait quelque chose pour vous. Venez voir. Le fait de recevoir un appel personnel d'un détenu a dû être très gênant pour une jeune recrue comme Donna Payant.
D'après ses collègues, elle était énervée et elle est partie subitement. Une fois seul dans le bureau de l'aumônier, il est possible qu'une dispute ait éclaté entre eux. Donna l'a peut-être rejeté, lui ou le cadeau qu'il lui avait fait. Cela aura suffi à déclencher chez Lemuel Smith la même folie meurtrière que celle qui avait précédemment causé la mort des 2 autres femmes. Ensuite, il la viole et l'étrangle, et à un moment donné, il la mord. L'aumônier était absent ce jour-là, et Smith a donc bénéficié de toute la tranquillité nécessaire pour commettre son forfait, emballer le corps dans des sacs poubelles et pour finir, nettoyer la pièce. Le nettoyage a été bien fait dans l'ensemble, même si des cheveux de la victime ont été retrouvés dans un placard du bureau. Lemuel Smith dispose par ailleurs des droits d'accès nécessaires pour transporter le corps jusqu'à la poubelle, sans être inquiété. En janvier 1983, Lemuel Smith est reconnu coupable du meurtre de Donna Payant. Il passe désormais 23 heures sur 24 en isolement. Lemuel Smith continue de clamer son innocence, prétendant avoir été piégé par les gardiens de la prison. Je ne suis pas politiquement correct. Je suis un criminel, on est d'accord? J'ai des antécédents, c'est vrai. Personne ne veut rien dire de positif sur moi parce que c'est contraire au système. Et Lowell Levin et tous ces experts, à mon avis, votre sincérité dépend de votre honnêteté en tant que personne. Là, l'honnêteté est à la mesure des preuves apportées pour en arriver à cette conclusion. C'était une affaire malhonnête. J'ai envie de leur cracher à la figure. Au sujet de la trace de morsure, il prétend qu'il s'agit d'une blessure causée par le broyeur et le bulldozer à la décharge, et que les auteurs du coup monté l'ont modifiée pour la faire passer pour une morsure. Mais on voit bien une correspondance. Vous dites que ça a été fabriqué? Oui, il y a ces marques. Tout le monde peut les voir. Mais c'est pas une morsure. C'est un corps qui est passé dans un broyeur et qui a ensuite été écrasé. Et vous voulez me faire croire qu'une trace de morsure serait encore visible? Je pense que c'est impossible. À moins que la trace ait été fabriquée après. Cet argument est partagé par la sœur de Donna Payant. Elle aussi est convaincue que sa sœur a été tuée par des gardiens qui auraient ensuite maquillé l'affaire. Je n'y crois toujours pas. Qu'un détenu ose s'en prendre à un gardien, aille jusqu'à le tuer dans une prison de haute sécurité, et ça au beau milieu de la prison et en pleine journée? Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais arrivé avant et ça ne s'est jamais reproduit depuis. Ce n'est pas moi. J'espère qu'elle trouvera la paix. J'espère que justice sera faite pour sa sœur. Voilà ce que j'espère. Pour les enquêteurs toutefois, il n'y a aucun doute. Lemuel Smith avait les moyens et l'opportunité de tuer Donna Payant. Un fait corroboré selon eux par la trace de morsure sur son corps. Il a commis le même crime à 3 reprises, sur 3 femmes différentes. Et il doit savoir au fond de lui qu'il a de nouveau commis un meurtre. C'est ce qui a causé sa perte. Une stèle a depuis été érigée devant la prison de Green Haven, en mémoire de Donna Payant, victime d'un crime abominable. Un meurtre qui, selon beaucoup, aurait pu et aurait dû être évité. Lemuel Smith a été condamné à mort. Mais son avocat est parvenu à faire commuer la sentence en peine de réclusion à perpétuité assortie de 20 ans d'isolement dans une cellule de haute sécurité. Le procès a également permis de mettre en lumière l'ahurissant passé criminel de Smith. Jugez-en plus tôt. À l'âge de 11 ans, il tente d'étrangler une fillette de 9 ans. Quelques années plus tard, ayant atteint la majorité, il frappe un homme et le laisse pour mort. Arrêté, il purge une peine de 9 ans de prison. Libéré, il enlève une femme, la séquestre et l'agresse sexuellement. Les années suivantes peuvent se résumer à des périodes d'incarcération entrecoupées de viols, de coups et blessures et de meurtres. Donna ayant été sa 6e victime connue. Bien que diagnostiqué schizophrène à tendance paranoïaque, Smith a été déclaré pénalement responsable de l'ensemble de ses crimes.
Sachez encore que 5000 gardiens et officiers pénitentiaires assistèrent aux obsèques de Donna Payante, la première surveillante américaine à avoir été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et de nous rester fidèles. Nous nous retrouverons très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.